les familles au Cameroun pour limiter ce type de dérive là finalement? J'y répondrai. J'étais en train de parler l'événement malheureux est survenu pour nous empêcher d'être entendus. Il y a des gens qui gouvernent. Cette affaire s'est produite. Qu'est-ce que tu as entendu ton ministre de la Jeunesse parler? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ton ministre de la Famille, etc., qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le ministre de l'Éducation de base a dit? Parce que tu as un gouvernement où les gens ne disent rien. C'est ceux qui ne gouvernent pas. Parce que toi, tu ne gouvernes pas. Tu es dans le parti, mais tu ne gouvernes pas. Il soutient seulement les gouvernements. Tu soutiens peut-être. Je ne sais même pas ce que tu soutiens. Parce que toi, on t'a tapé à l'école, mais tu soutiens qu'on ait enlevé la bastonnade de l'école. Oui. Et tu te rends compte que la bastonnade est une prescription sociale depuis la nuit des temps. Et donc, ça a été une faute de ton gouvernement de l'enlever. On nous pose la question, comment faire? Vous savez, pour traiter un problème, pour protéger nos familles aujourd'hui. On sort rapidement avec sa cause. Oui. Tant que vous n'avez pas bien cerné la cause d'un problème... On a interrogé les causes en premier. Les causes, il faut bien les circonscrire. Oui. Et quand vous les prenez dans leur étendue et vous réduisez en éliminant la pertinence, vous arrivez à la qualité de la gouvernance. Ça, vous l'avez dit. J'appartiens à l'école qui refuse qu'on fasse des débats parce que il ne faut pas citer le gouvernement. C'est faux. C'est démagogue. C'est ce que Maître Biliga veut qu'on fasse. C'est le gouvernement en Chine. D'accord. Qui contrôle ce que les gens doivent voir et ce qui ne doivent pas voir. En passant, c'est le lieu de féliciter tous les membres du gouvernement qui se sont donné la main pour empêcher qu'un ambassadeur de l'homosexualité n'entre au Cameroun. C'est bien le gouvernement qui a fait ça. En estimant que l'homosexualité est une grave antivaleur. Et qu'il n'est pas question... Vous terminez, Abel. Sous n'importe quel président, surtout pas celui de la liberté de penser, de venir faire la promotion de quelque chose qui dans notre société est une antivaleur. Si le gouvernement a pu faire ça, eh bien, c'est bien le gouvernement. Il est attendu sur d'autres chantiers aujourd'hui. C'est bien le gouvernement qui doit tout faire pour que les écoles clandestines n'aient pas lieu. Et pour cause. Merci. Et pour cause. Tu crois que dans les écoles clandestines, il y a les bons enseignants? Merci Abel Elibi Lobé. Je termine avec, je vais regarder ces deux petits morceaux choisis. Rapidement. On a d'autres sujets. Dans le 29-15, le bâton et le blâme. Voilà ce qui donne la sagesse. Vous l'avez dit? Et il ajoute, mais le garçon laissé à lui-même fera honte à sa mère. C'est-à-dire, la société laissée à elle-même fera honte à la patrie. Vous voulez dire quelque chose en une minute? Voilà. Oui, terminez. Le roi Salomon dit, par la justice. Entre dans le... Par la justice. Oui. C'est-à-dire ce qui est juste. Oui. Un roi maintient un pays. Oui. Mais un homme avide de pot de vin, la corruption, le démolit. La corruption est en train de démolir le pays. C'est vrai. En faisant en sorte que les structures d'encadrement n'ont plus l'efficacité souhaitée. Merci Abel Elibi Lobé. On parle de la situation. Merci. On parle de la situation au Gabon avec la prestation de serment du général Brice Oligui Nguema comme président de la transition au Gabon. La cérémonie est prévue demain lundi. Elle fera officiellement du général, le nouvel homme fort du Gabon. Alors, on part avec vous, Alex Nguépi. Vous m'avez dit avoir vécu pendant très longtemps au Gabon et maîtriser les tenants et les aboutissants de cette situation. J'imagine que vous avez pu écouter Albert Ndossa, le candidat malheureux à l'élection présidentielle au Gabon, qui affirme qu'il s'agit simplement d'une révolution de palais et non d'un coup d'État.
Oh oui, je l'ai bien suivi, j'ai écouté ce qu'il a dit, et je pense d'ailleurs comme lui. Mais avant de répondre à la question, il faut avoir dit ce que c'est que le Gabon, la scène politique gabonaise. Hein. Dans les années 90, hein, le Gabon était un État où, à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, vous avez toujours un opposant, vous avez toujours une union de l'opposition qui se mobilise autour d'un opposant. Donc, dans les années 90, lors des grandes révolutions, nous avons à l'époque Pemba Abesolo, qui était au Cameroun d'ailleurs, l'abbé Pemba Abesolo, qui a été supposé avoir remporté l'élection présidentielle, c'est-à-dire que les archives gabonaises, quoi, l'homme reconnu face à Omar Bongo, à cette époque-là, à l'époque où le SDF était supposé, les archives aussi reconnaissent que Nifo en 92 avait aussi remporté l'élection présidentielle au Cameroun. Donc, on se rappelle, dans ces années 90, là, il y avait eu de très grandes violences au Gabon. Omar Bongo avait même presque quitté le pouvoir. C'est après les accords, c'est la France, l'armée française, Stachina Libreville, qui avait essayé de condenser cela. Et Pemba Abesolo, à l'époque, avait été traité de traître parce qu'il avait rejoint le camp présidentiel d'Omar Bongo. Par la suite, vous avez les années 2005, Omar Bongo, à l'époque encore appelé Petit Piment, vous avez plutôt un opposant charismatique qui était de l'UPG, l'Union des populations gabonaises, qui était Mamboudou, Jean-Pierre Mamboudou, oui, de l'UPG. Donc Mamboudou est celui-là aussi qui a vraiment tenu Omar Bongo, qui a tenu le PDG. C'est-à-dire que les populations gabonaises ont été comme ça. Mais c'est l'un des rares opposants qui n'a jamais travaillé avec le PDG. Il n'a jamais été membre du gouvernement. Il est mort comme John Fundi, il est décédé comme John Fundi, sans avoir fait partie du gouvernement PDG. Et par la suite, dans les années 2009, vous avez les deux frères qui se sont séparés, c'est-à-dire que vous avez d'une part Mbaobam, André Mbaobam qui est ministre de l'Intérieur, de l'autre part, vous avez Ali Bongo Nzimba qui était le fils du président et qui était ministre de la Défense, et que le président Omar Bongo était en quelque sorte comme une sorte de père adoptif de André Mbaobam. On disait que c'était des frères en fait. C'est eux qui tenaient l'appareil de l'État. Hein. Quand Omar Bongo décède, donc vous avez l'appel de Barcelone que Mbaobam lance de ce côté-là, il devient donc d'opposition et quitte le PDG, parce qu'il y a plusieurs démissionnaires des personnes qui ont quitté le PDG à l'époque, donc, et qui dans le PDG se trouve dans l'opposition. Il devient donc la figure pro de l'opposition. Et le PDG décida d'investir Ali Bongo aux élections, et dont les élections étaient vivement contestées. Ali Bongo a remporté, et c'est Boransou qui était, on va dire, qui a fait des enfants avec Omar Bongo. Madame Boransou, qui est la présidente de la Cour constitutionnelle, c'est elle donc qui a fini, déclaré Bongo vainqueur. Il y a eu des casses, parce que je te commence à cette époque-là, il y a eu des casses, tout ce qui a suivi, mais qu'après cela, Ali Bongo, ce qui s'est passé entre 2009 et 2016, Ali Bongo quand même a eu à faire d'une gouvernance qui n'était pas mal, c'est-à-dire qu'il a construit des échangeurs, des ions, charbonnage, IAI, il a lancé des grands projets, il a construit la zone économique de Cork, il a réalisé des choses que le peuple gabonais, vous voyez, les gens acceptaient. Il a lancé des grands projets structurants, 5000 logements par an. La rupture s'est opérée à quel moment? J'arrive donc Ali Bongo à cette époque-là, a vraiment fait un travail qu'on a pu jouer admirable. Par suite, vous avez Jean Ping qui entre en scène en 2016. Jean Ping, ici, il était le président du Conseil de l'Union africain. Il vient donc, il a ses enfants avec Pascaline Bongo, donc 2 enfants. Donc vous voyez que, voilà, Jean Ping qui entre en scène, et l'écart de voix à l'époque était de 5000 voix. Je me rappelle que sur les 9 provinces que compte au Gabon, Jean Ping avait remporté l'élection officiellement dans les 3 provinces les plus peuplées, c'est-à-dire à l'estuaire, qui est Gaïa Libreville. Il avait remporté l'élection présidentielle. Il avait remporté au niveau de Oyem, à Oyem, il avait remporté, donc le Wellington, il avait remporté, et le Goué-Maritime, qui est Port-Gentil, il avait remporté. Et Ali Bongo, par contre, il remporte donc au Haute-Goué, qui est Franceville, qui est dans sa région natale. Mais il remporte avec 92% de voix. C'est donc ça qui fait à ce que, bon, il y a eu des casses par la suite, des casses énormes, et l'armée n'avait pas intervenu parce que le général Olinga était le garde-corps du président Bongo. À l'époque, il était le président pour Bongo. Et donc, de 2016 à 2023, il y a eu la Covid-19 et il y a la Covid-19. Il y a eu énormément de morts au Gabon. Il y a eu Ali Bongo qui a eu son AVC en 2019. Donc, Ali Bongo a été absent du jeu politique. D'ailleurs, on disait clair que c'était Sylvia Bongo Ondimba qui gouverneur le pays, qui était l'épouse d'Ali Bongo. Donc, lorsqu'on revient donc
Pourquoi est-ce que vous parlez, pourquoi aujourd'hui vous parlez de révolution de parler pour qu'on puisse avancer? J'arrive justement. Il faut comprendre le contexte. Il faut comprendre le contexte. Donc, en 2023, donc, il s'avère qu'il y a encore une union qui se forme autour du professeur Ondosa, qui est aussi ancien ministre d'Omar Bongo, il faut le dire. Hein, parce que toutes ces personnes dans l'opposition ont été du PDG, ont été dans le ministre, ont été dans le gouvernement Omar Bongo. Donc, toutes ces personnes. Et mais seulement le PDG, c'était vraiment fracturé. Vous avez les polémiques Sambo qui ont quitté le PDG. Les pères Babé Solo, ils sont les Clavin Moussavou qui ont quitté le PDG, sont nombreux. Donc, ils sont donc réunis aujourd'hui autour d'un candidat, le professeur Ondosa. Ensuite, donc, Ali Bongo, contrairement à 2009 et 2016, il n'y a pas eu coupure d'Internet. Il y avait des observateurs internationaux qui étaient présents. Donc Ali Bongo, vu qu'il était absent, subitement, il quitte de presque 33%, il double à 64%. Alors qu'en 2009, c'était serré entre lui et Jean Ping. Extrêmement serré, ouais, un peu. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui peut justifier qu'une personne qui était absente dans la gouvernance et qu'aujourd'hui les Gabonais le plébiscitent, parce que même les grands travaux ont été arrêtés. J'ai des amis qui sont au Gabon, puisque j'ai fait une super au Gabon, des amis dans le génie civil, il n'y a plus eu tous ces travaux-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc justifier qu'Ali Bongo fasse dans ce score? Et je crois que déjà en 2009, parce qu'il faut dire qu'au Gabon, quand on parle de la présidence de la République, la personnalité la plus importante après le président, c'est le cabinet civil. Ce n'est pas le secrétaire général de la présidence, comme au Cameroun. C'est le cabinet civil. Et que Pascal Bongo a été chef du cabinet civil sur l'ère Omar Bongo. Et quand le père Bongo décède, donc, elle s'embrouille donc avec Ali Bongo sur la cinquantaine d'enfants que M. Bongo avait fait sa liste. Donc, c'est donc elle qui gère l'héritage familial. Et ça a créé des brouilles avec le président Ali Bongo. Donc, 2023, donc, il s'avère que j'ai des amis qui sont là-bas, ok? Quand le professeur Ondosa a lancé son appel, j'ai la fin de ce côté-là. Ils m'ont dit, tiens, ici c'est chaud parce que nous tous, on sait que c'est Ondo qui a remporté l'élection présidentielle. Et quand vous avez suivi son discours, il était sûr de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait. Et quand on a annoncé les résultats, au Gabon, c'est toujours accoutumé, hein, sur les Ali Bongo, on donne tous les résultats à 2 heures, entre minuit et 3 heures du matin, lorsque les Gabonais dorment. Ils se disent s'ils font ça en juillet, les gens vont sortir. Donc ça, tu étais comme ça. Donc, quand on a annoncé dans le résultat qu'Ali Bongo était vainqueur, bon, ils se disaient que les gens vont dormir. Bon, effectivement, il n'y a pas eu de casse. L'armée a pris position. L'armée a fait ce qu'elle s'est bien fait le mieux, c'est-à-dire venir s'accaparer du pouvoir. Il y a eu ce coup d'État-là. Et quand donc le professeur Ondosa a accusé Pascal Bongo d'avoir été celle qui est derrière, j'ai cru. Je crois, parce que même quand je cause à ceux qui sont au Gabon, ils disent que oui, mais seulement on ne voulait plus de la famille Bongo, on ne voulait plus d'Ali Bongo. Si bien que l'adage qui dit que quand vous voulez traverser une rivière, un fleuve, quand vous noyez, même si c'est un serpent, vous accrochez, et de l'autre côté, vous allez donc bagarrer. Donc c'est un peu ça le contexte réel qui se passe au Gabon. Et actuellement, l'armée est en train de donner des slogans que j'appelle des slogans creux, c'est-à-dire le sentiment anti-français. Parce que la base française, parce que pour les coups d'État, le Gabon a 3 coups d'État. Hein. Le premier coup d'État au Gabon a été fait dans les années 64, 65, avec le premier président gabonais. Vous terminez. Oui, à l'époque, donc, Omar Bongo était au cabinet civil à l'époque, donc, et qui avait avorté parce que les forces spéciales françaises avaient intervenu à l'époque. Et le second coup d'État, c'est le coup d'État de 2019, où le jeune lieutenant a fait le coup d'État, qui a également avorté. Oui. Et ce coup, donc, le Gabon alors Damien Macon, est-ce que ce coup d'État, c'est sensiblement la même question, est-ce que ce coup d'État peut également s'expliquer par des fractures au sein du clan Bongo et même dans l'appareil de l'État? Parce que, vous le savez, le nouvel homme fort de Libreville est également un produit du système Bongo. Est-ce que ce coup d'État peut s'expliquer par une fracture du clan? J'aime votre expression homme fort. Vous ne parlez plus de jeune, etc. Vous parlez d'homme fort. Depuis 1952, il y a eu en Afrique environ 214 coups d'État. Oui. 106 de réussis et 108 avortés. Vous souffrirez donc, madame, que je n'évoque pas le Gabon principalement, mais que je fasse une étiologie des coups d'État en Afrique. De mon point de vue, les coups d'État en Afrique ont essentiellement 4 causes. Oui. La première, c'est la malgouvernance. Si vous regardez dans tous les pays africains où il y a eu des coups d'État, vous allez constater que le pouvoir exécutif est inférieur au pouvoir législatif. Il en fait une de ses branches, de sorte à se tailler des lois à la mesure du monarque présidentiel.
avec pour seule ambition de s'éterniser au pouvoir. Il inféode le pouvoir judiciaire, en fait une branche du pouvoir exécutif, avec pour objectif de contrôler toute velléité de prise de pouvoir et de contrôler ses opposants et autres activistes. Lorsque vous agissez de cette manière, vous devez savoir qu'en face de vous, vous aurez du répondant. Ça, c'est la première cause, la malgouvernance. La deuxième cause, de notre point de vue, c'est l'absence d'alternance politique. Lorsque le monarque décide de s'éterniser au pouvoir, il suréquipe la garde prétorienne. Sauf que ce faisant, il oublie qu'il est en train de créer ce que vous avez appelé des hommes forts. Des hommes forts qui deviennent subitement des tombeurs puis des faiseurs de roi. Dans le cas par exemple du Gabon que vous évoquez, M. Oligui avait, avec sa garde, les blindés les plus avancés qui existaient au Gabon. Aucun autre corps d'armée n'avait ces blindés-là. Parce que, justement, on dévoie la mission principale de l'armée qui est de défendre l'intégrité du territoire et on la concentre dans la défense du siège d'un seul et même individu. Et lorsque cet individu, sous le poids de l'âge, voit qu'il ne peut pas rempiler, il veut se faire remplacer par son fils. La troisième cause, de notre point de vue, c'est l'obsolescence du logiciel partenarial occidental, le colon. Comme le disait l'aîné Abel Ilimbi-Loubet, les dirigeants en Europe se succèdent, mais ils ont exactement le même logiciel. Madame Ganze, comment pouvez-vous m'expliquer qu'il y a un coup d'État au Niger, un pays dans le sud du Sahara, et que à 3930 km, c'est-à-dire à Paris, on convoque un conseil de défense nationale? Comment pouvez-vous m'expliquer qu'au XXIe siècle, un pays déclare un ambassadeur persona non grata et que le colon décide quand même que cet ambassadeur va rester sur place? Comment pouvez-vous m'expliquer que l'uranium du Niger, qui permet de faire fonctionner 40% des ménages français en matière d'électricité, que cette situation, lorsqu'on revient à Niamey et à Madari, qui est la capitale économique du Niger, que seuls 22% de ménages aient l'électricité? Comment vous pouvez expliquer cela? La dernière cause, de notre point de vue, c'est l'absence de légitimité populaire. La bien-pensance africaine. Monsieur Ilimbi-Loubet était sur un plateau la fois dernière, il le partageait avec le président du PCN, l'honorable Cabral Libi. Et là, au cours de cette émission, un diplômé de Bordeaux, je pense que c'est Bordeaux-Montesquieu, Bordeaux 4 Montesquieu, lui disait: les causes des coups d'État en Afrique de l'Ouest ne peuvent pas, ce qui a amené à ce qu'il y ait des coups d'État en Afrique de l'Ouest ne peut pas être réuni en Afrique centrale. Ils faisaient alors cette émission, il n'y avait pas encore de coup d'État au Gabon. L'absence de légitimité, Madame Ganze. Si on s'accorde à dire que dans ces États-là, le prince qui s'est arrangé à avoir des lois à la mesure de son pied peut donc avoir un pouvoir légal, parce que même le Conseil constitutionnel adoube les résultats truqués des élections, il leur manque la légitimité. Alors la légitimité compose avec le droit positif, avec l'éthique, mais aussi avec l'assentiment populaire. D'accord. C'est ce qui manque cruellement à ces ordres dirigeants. Abel Ilimbi-Loubet, pour le média Deutsche Welle, le putsch au Gabon sonne comme une menace pour les présidents au pouvoir depuis des décennies. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il y a des similitudes entre les deux modèles politiques, je veux dire Cameroun, Gabon? Bien sûr. C'est deux gouttes d'eau. À tous les points de vue. Si j'apprends que le président Biya est échaudé, ou les membres du régime camerounais, je comprends, puisqu'ils voient très bien que c'est une lassitude. Les Camerounais sont fatigués des bongos. Lui, il nous a fait
Je lui reproche d'ailleurs, ça il a pris beaucoup de temps à nous parler, mais il a montré que c'était un gouvernement patrimonial. Hein? Pascal était le secrétaire, le chef de cabinet civil et patati. C'était donc une famille. C'est les mêmes gens. Les Jamping, les Odo, les Oligui, c'est les mêmes gens. Ça l'est toujours d'ailleurs. C'est le régime. C'est un régime. Et au Cameroun, c'est un régime. Aïdjo, Paul Biya, les gens font comme si le Biliga dit que Paul Biya n'était pas là. Il était là en 82. Il était là en 75. Bien avant même. C'est en 75 que le président Biya est devenu celui qui met en application la politique définie par le chef de l'État. Bien sûr. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas comptable du régime Aïdjo. Bien sûr. Moi, je suis né en 62. En 62, Paul Biya est devenu un haut fonctionnaire. Il nous a éduqués, nous sommes ses produits. Donc, essayer de le soustraire, c'est une manœuvre démagogue. C'est un régime. Macron vient de vous donner des causes que si tu regardes ça, il n'est arrivé à 4 causes que parce qu'il dissocie tout ça de la mauvaise gouvernance. Mais en réalité, ce sont les avatars de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est globale. Gouverner, c'est quelque chose de global. C'est défendre les intérêts dehors, c'est maintenir la paix, c'est modifier les états d'esprit pour les faire progresser, aller de mieux en mieux, c'est gérer la santé publique, c'est gérer le désordre urbain, c'est tout ça gouverner. On fait comme si gouverner, c'est seulement construire les infrastructures. Si je construis les routes, je gouverne bien. Même si les mentalités se délitent. Faux. Gouverner, c'est donc tout ça. Si tu gouvernes d'une manière qui crée dans les esprits une lassitude avec toi, même si tu crées les écoles, tu crées les infrastructures, tu crées les routes, les gens sont fatigués parce que tu as déjà fait 60 ans. Tu n'es plus en train de bien gouverner, hein. Même si tu crées les routes. Kadhafi créait les routes, faisait tout, mais il gouvernait mal. On était fatigués. Fatigué, la lassitude. On est fatigué aussi de la mauvaise gouvernance dont l'un des aspects, c'est des institutions qui ne fonctionnent, comme Macron a dit, que pour un individu. On n'est pas fatigué, même si vous changez de président. On vient de changer de président au Gabon. C'est ça? Est-ce qu'ils sont contents? Non. Ils ne sont pas contents que Oligui vienne. Non. Ils sont contents qu'on a enlevé Bongo. Ils ne vont pas déchanter. Non, non, non. Ils ne déchanteront pas. Ils ne vont rien découvrir de nouveau. Bien sûr. Ils verront. Ils savent ce qu'ils vont voir. Ils savent que Oligui, c'est celui qui a aidé Ali Bongo à rester là, non? À l'époque de Jean Ping. Et le père aussi. C'est quelqu'un que Bongo a fabriqué et qui s'est mis au service de Bongo. Fils. Première moralité. Première moralité. Vous voyez donc, chers compatriotes, pourquoi je suis contre Camto? Comment on arrive à ce sujet? C'est la même chose, c'est ça que moi j'arrive. Vous savez pourquoi? Voilà. Quand il y a quelques années, je lui disais, tu vas voir. Maintenant, il est dans le SDF et il fait le même zèle là-bas. Il faut faire doucement parce que tu risques aussi d'être déçu. Vous savez donc pourquoi je suis contre les gens comme les Camto? Les gens comme les Camto, c'est la même chose que les Oligui. C'est la même chose que les Ondo. C'est-à-dire les gens qui ont participé à la structuration d'un régime. Puis à un moment donné, ils vous disent qu'ils sont contre ce régime. Est-ce que ça veut dire que dès demain vous êtes contre le maître Jean de Dieu Momo également? Mais ça veut tout simplement dire que si c'est maître Jean de Dieu Momo qui devient chef d'État, on n'a pas changé. Monsieur. D'accord. C'est ce que ça veut dire. Vous comprenez? Ça veut dire que vous croyez que si on enlève le président Biya maintenant, pour mettre un Laurent Esso par exemple, pour mettre un Laurent Esso, ce qu'on ne va pas faire, je souhaite d'ailleurs qu'on ne le fasse pas, je veux qu'il se repose, il est fatigué, qu'il se repose avec son ami, le président Biya. Ils ont beaucoup fait, ils nous ont éduqués, hein. Biliga et moi, on prend déjà la retraite, non?
Pourquoi les gens qui nous ont formés sont toujours là? D'accord. Bon, alors, qui se repose? Mais si on enlève le président Biya, on enlève Laurent Guessou, on enlève qui d'autre encore? Un autre octobre, celui de la police. Si on l'enlève, si on enlève Nyat, mais si on met John Gouté, on a changé de régime? Non. Ok. Bon. Il y a des changements qui n'apportent pas de rupture. Donc c'est pour dire que Oligui, Je veux terminer. même Ondo, c'est les gens de la même maison qui sont en train de se battre. D'accord. Oligui, c'est qui? C'est celui qui dit Ondo, tu ne vas pas prendre. Je vais pouvoir. Tu comprends? Donc je fais le coup d'État pour que toi tu ne prennes pas. Pourtant, Mais je sais que tu as gagné. Ce n'est pas parce que je l'ai écrit sur les réseaux sociaux que si Oligui était positif, ok, il dit oh les coups d'État, les résultats sont truqués, on n'en veut pas. Donc, on dans tâche ce de cas, voir. il fait proclamer les vrais résultats. Oui. Alors, Or, il ne fait pas proclamer les vrais résultats. Il réhabilite. Deuxième moralité, il a aussi besoin du pouvoir. Voilà. Lui-même a besoin du pouvoir. Mais il se donne la liberté d'accéder au pouvoir par des voies antidémocratiques. Tout simplement parce qu'il croit que si c'est le renversement de Ali Bongo, eh bien, le peuple va aider ça. Mais le peuple gabonais et les peuples africains qui regardent le Gabon depuis, nous savons, monsieur Oligui, que tu es exactement merci. de Ali Bongo. Maître Joseph-Claude Biliga, restons sur le parallèle avec le Cameroun. Hein. Il faut dire que le jour du coup d'État au Gabon, le chef de l'État camerounais a signé des tests portant entre autres nominations dans l'armée camerounaise. Comment est-ce que vous analysez cette coïncidence pour le moins troublante? Ça, ce sont les mots de Jeune Afrique. Est-ce qu'il faut craindre l'effet domino au Cameroun? La vérité, c'est que tout peut arriver. Moi, je veux cette question. Personne ne peut dire que ce qui est arrivé au Gabon ne peut pas arriver au Cameroun. Ça peut arriver. On ne le souhaite pas, mais ça peut arriver. Moi, je le dis en toute honnêteté. Mais je ne parle pas des tests. Les tests se préparent. Pour faire les tests, c'est pas... Oui. Les tests, c'est un long processus. Mais ça peut arriver. Il peut arriver qu'on commence au niveau du ministère de la Défense, ça va au Premier ministère ou à la présidence de la République, ça repart, il y a une certaine navette. Le temps qu'on signe, entre le moment où on prépare les tests et on les signe contre ce genre de tests, il se passe beaucoup de temps. Donc moi je pense que c'est un pur... Mais vous pensez qu'il faut quand même craindre l'effet domino? Je pense que c'est un pur hasard. Donc moi je dis, il ne faut pas qu'on pense que... si on avait dit aux Gabonais que ça arriverait, personne ne le croirait. Très bien. Si on avait dit au président de Tunisie que Bourguiba, que son premier ministre... son chef son premier ministre... non, c'était premier ministre. Le premier ministre, le président qui a remplacé Bourguiba, lui ferait un coup d'État, ne le dirait pas. Non, mais je ne pense pas que nous soyons à ce niveau-là. Moi, je pense. Et je ne souhaite pas que ce soit cela. Nous sommes à 2 ans des élections. Qu'on a aux élections, la personne qui va gagner, gagne tout simplement. C'est d'autant plus que, contrairement à ce que j'ai entendu certains dire de gré à gré, il n'y a pas une possibilité de gré à gré. Parce qu'au Cameroun, nous avons... c'est les partis politiques qui investissent. Pour qu'on puisse être candidat, il faut être investi d'abord par un parti politique. Première étape. Deuxième étape, maintenant que cette personne investie passe aux élections. Donc même si, et en plus, moi je suivais encore le discours du président Biya qui disait que pour lui, il n'a jamais été question de dauphinat. Il a dit, c'est sorti récemment, et Limi ne me laisse pas parler. Il n'a pas besoin de dauphinat. Ceci dit, ça veut dire donc en réalité, aucune inquiétude, rien ne pourrait justifier le fait qu'on ait passé par un coup d'État alors qu'on est à quelques jours des élections. Ce qu'il faut seulement souhaiter, c'est que les élections puissent être aussi transparentes que possible pour qu'il n'y ait pas de prétexte pour quoi que ce soit. Maintenant, je voudrais un peu rentrer en arrière, parce que j'ai entendu plein de choses qui ont été dites et qu'il faudra peut-être essayer de rectifier. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde où l'exécutif n'est pas fort. L'exécutif est fort partout. C'est l'exécutif des autres pouvoirs, c'est ça? Vous me laissez parler, s'il vous plaît. C'est l'exécutif qui est le parti qui dirige dans tous les pays du monde, même dans les régimes parlementaires, où il y a les députés qui votent, qui sont élus, et qui sont le parti dominant, qui a la majorité qui gouverne. Même dans ce cas-là, le Premier ministre qui joue le rôle d'exécutif, c'est lui, le chef de l'exécutif, c'est lui qui commande. Le président de la République, le chef de l'État, qui peut être un roi, qui peut être un président comme moi, je veux dire un président de conseil, comme en Espagne, je ne sais pas quoi, ou d'autres pays européens, c'est l'exécutif qui gouverne.
Et il y a une autre notion qu'il faut noter. On est en matière politique, où il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. La discipline du parti voudrait que, lorsque vous êtes élu sur la bannière d'un parti, vous puissiez... Vous me laissez parler, laissez-moi parler. C'est l'exécutif qui gouverne. Laissez-moi parler. Vous voulez nous dire que Laissez-moi parler. Non, vous voulez nous dire, Maître Biliga, que vous cautionnez le fait que l'exécutif face du judiciaire et du législatif, ses bras armés, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Vous avez fini? Allez-y, maître. Je vous dis une chose. Vous êtes du PTRN. C'est votre président qui a enlevé les maires à Matombe. Vous savez ce que c'est, par Matombe, non? On appelle ça discipline du parti. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, vous ne savez pas de quoi? Je suis conseiller municipal à Matombe. Non, pas je suis conseiller municipal à Matombe. Il y a des députés, des conseillers municipaux qui ont été exclus du PCRN. Il y a eu des sanctions au PCRN. Ils ont été sanctionnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su appliquer la discipline du parti. Où est la relation avec les trois pouvoirs? Non, où est la relation avec les trois pouvoirs? Vous ne pouvez pas insigner ce genre de choses. Quelqu'un qui est président d'un parti politique, qui prône la liberté pour les citoyens, c'est-à-dire tout le monde de pouvoir travailler, mais qui impose son point de vue sur la marche du parti, sur la marche, sur la position des militants. J'attends toujours la relation entre les trois pouvoirs. Je dis et je continue à dire, dans tous les pays du monde, je dis bien tous les pays du monde, le président des États-Unis, qui est un pays où il y a un équilibre assez important, c'est lui qui peut appuyer sur la guerre. C'est lui qui décide, c'est lui qui est le président. D'accord. Donc, ne donnez pas les... Non, laissez-moi parler, parce qu'ils ont allez-y. Non, laissez-moi parler. Allez-y, maître, allez-y. Donc, ne donnez pas l'impression que au Cameroun, il y a une dictature, il y a un seul président qui personne. Dans tous les pays du monde, l'exécutif a un pouvoir plus important que le judiciaire. Le judiciaire... Ce n'est pas vrai, Maître Biliga. Ce n'est pas vrai du tout. Le législatif a pour rôle de voter. Ce n'est pas vrai. A pour rôle de voter les lois qui sont appliquées par l'exécutif. Et c'est l'exécutif, très souvent, à travers le jeu des partis politiques. C'est-à-dire que le président de l'Assemblée nationale, d'une manière générale, est un membre du parti au pouvoir, qui est dirigé par le président ou par quelqu'un du président. Donc le président, je ne parle seulement pas du président du Cameroun, je parle du président, de manière générale. C'est-à-dire que cette personne peut être démise de cette fonction. On l'a vu au Sénégal avec Macky Sall, lorsqu'il a été enlevé par... Laissez-moi parler vraiment. Oui, vous terminez, maître. On doit avancer, maître. Maître, on doit avancer. Allez-y. Oui. Tout à l'heure, ce monsieur a parlé... Monsieur Macron a parlé des exécutifs, législatifs, judiciaires. C'est ça que je suis intéressé dessus. Oui. Je viens également de dire que vous parlez de stabilité politique. Je dis tous les pays dont je vais vous citer les noms, où il y a eu beaucoup de coups d'État. Nigeria, il y a une dizaine. Le Ghana, il y a une dizaine. La Guinée, Conakry, le Niger, le Mali, la Sierra Leone, le Burkina. Dans aucun de ces pays, il y a un président qui a fait 30 ans. Pour vous dire que ce n'est pas forcément... Parce qu'on aura fait 30 ans. Mais je suis en train de vous donner des exemples précis. Comme bien même il le dit, en 10 secondes, tous les changements n'entraînent pas de rupture. C'est ce qu'Abel Elimino vous dit. Ce n'est pas parce que Oligui remplace Bongo que vous allez penser qu'il y a dans ce changement une profonde rupture. Donc tous les changements n'entraînent pas de rupture. Damien Macron. Oui, rapidement. Et vous terminez, maître. Vous terminez. Les coups d'État, c'est dans les cas où il y aura mal gouvernance et que, etc. Et je dis donc que je cite des pays où il y a eu des dizaines de coups d'État. Oui, qui n'avaient pas de rapport avec la malgouvernance. Qui n'avaient pas, enfin, je ne sais pas si il y avait rapport avec la malgouvernance, où on enlève un gars fait un coup d'État, il dit que c'est moi qui viens redresser. Demain, on lui fait un coup d'État, l'autre dit que moi je vais redresser, etc. Donc, lorsque vous dites des choses, sachez que nous sommes là, on écoute. Alors, je termine. Vous aurez la parole, Damien. En disant ceci. Oui, vous terminez. Moi, j'ai eu la chance de deux choses. J'étais au Gabon. Oui. J'ai même une photo avec Bongo et au Casimir Yomba qui était Premier ministre à l'époque, et sa femme Bongo Edith. J'ai fait le Gabon deuxième fois en voiture. Douala, Yaoundé, Bitam, Ouyem, Musique, Carrefour, Lambaréné, Kango, etc. J'ai été. J'ai été. Donc moi je dis, je connais un peu le Gabon aussi. Je connais un peu le Gabon et je dis que faut que monsieur Macron note que on est en matière politique. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre des forces. Le jour où l'équilibre des forces va plancher en faveur du PCRN,
ou de l'opposition. Ils prendront le pouvoir. Ils prendront le pouvoir. En une minute, le pouvoir, nous en une avons, minute, Abel Elimbi-Lobe, en une minute, vraiment en une minute. Damien Macon, c'est son temps de parole. En une minute, Abel Elimbi-Lobe. Vous voulez dire quelque chose? Vraiment en une minute. Je voulais dire que l'une des caractéristiques des acteurs politiques africains depuis les indépendances jusqu'à maintenant, c'est que personne, et ça sonne comme une malédiction pour l'Afrique, personne ne veut accepter que je gouverne, je respecte les règles. Demain, quelqu'un d'autre gouverne, il respecte les règles. Je ne dirais pas que c'est congénital, mais c'est un état d'esprit qui vient de quelque chose de spécial. Aux indépendances, tous les pays africains, parti unique. Le parti unique n'était pas fait pour favoriser la culture démocratique. Tous les pays, à l'exception peut-être du Nigeria. Mais une fois que vous avez enlevé au peuple la faculté de pouvoir changer de dirigeant, vous créez les conditions pour que, de l'autre côté, la propension à l'émergence dans la société des gens qui se prennent pour des justiciers se développe. D'accord. Alors, Damien Macon, deux questions. On avance rapidement, deux questions. Quel est l'impact d'un coup d'État réussi sur la probabilité qu'une opération similaire se passe dans un autre pays voisin? Et puis la deuxième question, j'aimerais que vous analysiez la position de la France. On a bien vu dans le temps, dans les mots choisis, la posture de la France avec le Niger. Par contre, avec le Gabon, on a presque l'impression qu'elle a officieusement adoubé ce qui s'est passé. Alors, je vais répondre à vos deux questions, mais permettez quand même que je revienne sur ce que Maître Biliga a dit. Le professeur Diogo a créé en Côte d'Ivoire la consancratie, la démocratie par le consensus. Maître Biliga est un grand intellectuel, il peut créer autre chose, mais en attendant, s'il veut parler de la démocratie, elle a des principes. Et les principes de la démocratie, l'un des principes fondamentaux, c'est la séparation de pouvoir. Il ne peut donc pas argumenter en disant que dans tous les pays démocratiques du monde, le pouvoir exécutif inférieur, etc. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Non, ne me prêtez pas que c'est le cas. C'est le cas au Cameroun. Ne me parlez pas de faux, ne me prêtez pas des mots. Attends un peu ça. Bien. Maintenant. Ce que j'ai dit. Non, là, je hausse ma voix. Vous avez cette tendance à pouvoir donner aux gens des choses qu'ils n'ont pas dites. Moi, je n'ai pas dit que j'ai... Merci, maître. J'ai dit dans tous les pays du monde, j'insiste. Le pouvoir exécutif est le plus élevé. Allez-y, Damien. Allez-y. Pour dire. Alors, pour régler quel problème. Mais pour régler quel problème? Non, lui, il estime que le Cameroun. C'est une la palissade. Alors, donc c'est une vérité. Écoutez, allez-y, Damien. Je rappelle d'abord. C'est comme si il voulait dire que le Cameroun. Je rappelle à Maître Biliga que lorsque j'étudiais la causalité des coups d'État, je ne parlais pas du Cameroun. Donc, qu'il ne se sent pas indexé. Mais maintenant, je vais répondre à votre question. Oui. La contagion. Oui, le Cameroun présente toutes les conditions, tous les ingrédients qui peuvent mener à un coup d'État. Depuis le 22 décembre 1946, c'est-à-dire de l'ARCAM à l'ATCAM, l'ALCAM jusqu'à l'AN, avez-vous déjà entendu parler d'une seule proposition de loi au Cameroun? Il n'y en a pas eu. Une seule. C'est-à-dire que il y en a eu. Permettez que je parle. Ne racontez pas quoi il y en a eu. Le député, donne le nom du député. Tant que tu sais bien qu'il y en a eu, non? C'est qui? Monsieur, Maître Biliga, en 1946, l'Assemblée du Cameroun comptait 40 personnes, il y avait 16 Français et le reste était Camerounais. Je vous dis qu'il n'y a jamais eu de 46 à 2023 une seule proposition de loi. Donc, il n'y a que de première. Il y a eu. Bon, il veut m'empêcher de parler. Il veut m'empêcher de parler. Il y a eu. La seule chose, c'est que ça portait sur le règlement intérieur des membres du... Mais il y a eu. Voilà. Tu as le règlement intérieur de la... Ça, c'est la première chose. Vous étiez péremptoire. Maintenant, vous dites pas qu'il est péremptoire. C'est la première chose. Pourquoi est-ce que ça peut se produire au Cameroun? Deuxième élément que j'appelle à la réflexion. L'absence d'alternance politique, et Abel comprendra pourquoi j'ai disséqué ces causes tout à l'heure. L'absence d'alternance politique, est-il vrai ou faux que depuis 41 ans, un seul et même individu préside au destiné de ce pays? Est-il vrai ou faux
permettez que je parle. Ça vous permet de se développer. Je peux poser une question. Non, mais connaissez l'article 49 de la France, dans le français, 49, qui veut que même si l'Assemblée générale nationale vote une loi, le président de la République peut. Allez-y, Damien, allez-y, Damien, allez-y. De quoi? Bien. Tu vois très bien que l'article 49 est contesté en France. Allez-y, allez-y. Et le président français l'applique. Maître Joseph Claude, oui. Les conditions, la deuxième condition qui peut nous faire arriver à cela, c'est que une seule et même personne dirige le Cameroun depuis 41 ans. Et il se dit, dans les sphères politiques, qu'il essaie de distiller dans l'esprit des Camerounais qu'il peut se faire remplacer par son fils. C'est là un ingrédient supplémentaire qui peut amener ce genre de choses au Cameroun. Troisième chose, n'est-il pas vrai qu'au Cameroun, depuis, sous le magistère du RDPC, la fraude électorale est un sport national? N'est-il pas vrai qu'en 1992, ils ont fraudé les élections dans ce pays? Alors, si vous empêchez, comme disait Abel Elindoube, les Camerounais de s'exprimer, de choisir les dirigeants qu'ils veulent, il est fort probable qu'on arrive à ce moment. Mais permettez que je termine. Sur la position de la France. Sur la position de la France. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que la France, de dirigeant en dirigeant, n'essaye pas d'actualiser son logiciel partenarial avec l'Afrique. La France est claire sur le putsch qu'il y a eu au Niger. Il les appelle les putschistes et il appelle la CEDEAO à intervenir. Et il dit la France, elle dit qu'elle soutient une intervention militaire de la CEDEAO. Sauf que il y a 2 ans, il me semble, la France avait adoubé Déby fils. Et que vous-même l'avez constaté, la France parle de nouvel homme fort du Gabon. C'est-à-dire qu'entre homme fort et putschiste, il y a quand même un degré de condamnation qu'on peut évoquer. Je pense que la France agit en fonction de ses intérêts. Ce qui n'est pas mauvais, c'est un pays souverain. Il faut que les Africains agissent aussi en fonction de leurs intérêts. Je finis vraiment en disant, il ne faut pas que nous créions dans notre pays des conditions de la survenance de ce genre d'événements. Il faut définitivement que nous départissions de ces comportements qui peuvent amener... Alors Alex Guépi, un observateur compte 82 coups d'État en Afrique entre 1960 et 2000. Quel aura été l'apport de ces coups d'État dans le développement de l'Afrique? Est-ce qu'il y a eu des coups d'État utiles? Il n'y a pas que 82 coups d'État. Il y a une centaine de coups d'État. Parce qu'on fait de coups d'État, on appelle beaucoup coups d'État. Ce qu'elle dit qu'un coups d'État, il passe par des coups d'État militaires. Mais non. Il ne faut pas qu'on vienne dire aux gens qu'il y a des coups d'État militaires. Non, il y a 4 formes de coups d'État. Et quand on regarde l'Afrique, on se dit que l'Afrique vit en perpétuel sur les coups d'État. Vous savez, il y a d'abord ce qu'on appelle le coup d'État le plus répandu, c'est le coup d'État militaire. C'est ce que généralement on dit coup d'État. Et c'est ça qui s'est produit au Gabon, c'est ça qui s'est produit au Niger, c'est ça qui s'est produit en Afrique, Burkina, Mali. Et justement, en 2 ans, 3 ans, nous avons 8 coups d'État militaires. 8 coups d'État militaires. C'est-à-dire, vous avez vu ça au Zimbabwe, vous avez vu ça au Soudan, vous avez vu ça au Mali, au Burkina, en Guinée, au Niger, Gabon. 8 coups d'État. Maintenant, de ce côté, ce sont les militaires qui font le coup d'État. Et l'armée n'arrange pas. L'armée est formée pour détruire. Allez seulement voir les routes que les militaires font. Ça ressemble à quoi? Mais ils font après 2 jours, c'est fini, c'est gâté. L'armée, il faut qu'on comprenne très bien. Une armée n'est pas faite pour arranger. Si vous voulez détruire un pays, envoyez l'armée. Allez voir ce qui se passe en Ukraine. Mais quand on montre les vies des Ukrainiens, ça ressemble à quoi? Mais c'est l'armée ce sont les armées qui sont en jeu. Elles détruisent. Vous pensez que ces armées-là, ils viendront construire l'Afrique? Depuis tout ce temps-là, ils ont dit non, coup d'État, le franc CFA, on va faire ceci. Le Mali avait une monnaie. Mais c'est l'armée sur les coups d'État qui ont tué la monnaie malienne. Plusieurs pays, le Niger a tout connu les coups d'État. Allez-y, en RCA, il y a eu des coups d'État militaires. Quel résultat? Rien. Négatif. 0. Et par la suite, parce que tout le militaire, ça qui est répondu, qui s'est pas 82. Maintenant, j'arrive. Je vous dirais, Damien, qu'il existe des coups d'État utiles. Bien sûr. J'arrive. Le 19 février 2010, Tandja est renversé parce qu'il a changé à tour de bras la constitution nigérienne. Après Tandja, une petite transition militaire, on a
trois mandats successifs démocratiques. J'arrive. Avec Issoufou, puis Bazoum. Permettez-moi, ce qu'il dit là, au final, on veut le bien-être des populations. Où est le peuple Niger aujourd'hui? J'ai eu la chance d'avoir fait Agadez, d'avoir fait le Niger. J'ai eu la chance d'avoir fait des pays où il y a eu les coups d'État. J'ai eu la chance d'avoir fait la Libye à l'époque de Kadhafi. Où quand un Libyen voulait insulter Kadhafi, on mettait sa photo là. Il disait Zop. Et il regardait parfois, il se tenait parce qu'il avait peur que Kadhafi va le voir. J'ai été à Benghazi. J'ai eu la chance d'avoir fait l'Égypte dans les années 2000. Où vous avez un régime militaire fort avec Moubarak. J'ai eu la chance d'avoir fait la Tunisie avec un régime policier fort. Donc, ces pays-là, et même le Soudan, pour ne pas parler de la Guinée équatoriale, le Gabon. D'accord. Donc, j'ai vu ces choses-là se produire et les coups d'État sont survenus. Maintenant, comme les coups d'État militaires, vous avez les coups d'État les plus répandus qui sont les coups d'État électoraux. C'est ça qui est répandu. Et quand vous regardez les États africains, que ce soit au Gabon, au Cameroun, tous ces États-là, les coups électoraux, c'est ce que l'Afrique connaît. Jamais on n'a réussi à mettre sur pied des dirigeants qui sont issus de la montée populaire et qui ont la politique d'alternance, comme Abel le disait. Et après les coups électoraux, parce qu'il a fait des coups d'État, les coups d'État constitutionnels, comme c'est passé au Tchad. Au Tchad, où la Constitution dit, s'il y a vacance de pouvoir, le président prend le pouvoir, et c'est leur fils. Dans ce président qui vient prendre le pouvoir, qui n'est rien dedans. Et la France a commis la plus grosse erreur de son histoire, c'est d'adouber. Macron s'en va en France. Et quand putain il y a eu dans les coups d'État nigériens, le coup d'État au Mali, ils ont voulu condamner. On a dit attention, là, vous ne pouvez pas condamner. Vous ne pouvez pas adouber le coup d'État constitutionnel qui s'est passé au Tchad et venir appeler les autres putschistes. Et le Cameroun, qui aujourd'hui condamne le Gabon, a adoubé le coup d'État au Tchad. Donc c'est un peu ça, cette position ambiguë, que nous sommes là, encore se dire, nous, je n'apprends pas, on s'en va où? Et remarquez que tous ces coups d'État, surtout militaires, chaque fois, ils viennent toujours dire, ils prennent le sentiment anti-français, ils brandissent. Et les coups d'État, ça, mais le meilleur coup d'État qui devrait s'effectuer, qui s'est opéré en Égypte et en Tunisie, mais qui a côté persécuté, ce sont les coups d'État populaires, tout à fait un soulèvement populaire, que le Cameroun appelait insurrection, dont Ali Bongo avait peur. Et donc, M. Paul Biya, le président de la République camerounaise, jusqu'à hier, avait plutôt peur d'un soulèvement populaire. Mais lui se rend compte que, tiens, ça peut sortir de mes rangs. Il a donc reformé, il a donc revu au niveau de nos forces de l'ordre. Parce que quand j'étais en Tunisie, le soulèvement populaire qu'il y a eu en Tunisie, il y a eu un soulèvement populaire, mais la main a couscuté. En Égypte, la main a couscuté. Donc, si on parle des coups d'État, on va dire que l'Afrique vit en paix sur les coups d'État. Et malheureusement, les gens qui pensent que... Parce qu'il y a une histoire des panafricains, comme son expression, qui pensent que les coups d'État militaires sont bien, parce que quand ils viennent dire que non, on ne veut plus la France, ils prennent le sentiment anti-français, ils brandissent. Oh, la Russie, c'est ici. Ils oublient que la Russie est un pays impérialiste, évidemment, sud-africain. Quand c'est un pays impérialiste, et quand blanc, bonnet blanc, ça dit que France comme Russie, ce sont les intérêts. Ils ne parlent pas de ça. Donc, il faudrait que nous, les peuples, parce qu'il faut le coup d'État, il y a des questions, pour sortir, des questions essentielles, c'est que les coups d'État sont dus au magot, l'argent. Quand on ne va pas vous parler, parce que les hommes politiques ne parlent pas de l'argent, regardez les sommes qui ont été récupérées dans les caisses gabonaises, des domiciles au Gabon, plus de 140 millions de francs CFA. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Pourquoi est-ce que le général Olinga n'a pas dit que ces 140 millions de francs CFA là, on va prendre ça, puisque ce sont des gens qui va budgétiser. Je vais créer une banque de la PME gabonaise qui va financer même 10 000 projets de jeunes gabonais. Alors, merci. En réalité, ce n'est que la gestion du magot national, c'est la gestion de l'argent qui sont en train de regarder. Et je souscris pour te sortir avec Abel Bilobé, c'est que s'il avait voulu être en phase avec lui-même, bien que ça soit là, proclamer les véritables résultats. Alors, Abel Elie Bilobé, face à la résurgence des coups d'État, comment est-ce que vous percevez la volonté régionale et internationale d'appliquer les normes anti-coups d'État? D'abord, c'est faux, ils ne veulent pas appliquer les internationales. La CEDEAO est faite. Dans la CEDEAO, ceux qui veulent aller, soi-disant, rétablir l'ordre constitutionnel, ils ne sont pas plus de 4. C'est des gens qui sont au pouvoir par coup d'État. Bien sûr. Monsieur Ouattara est le produit d'un coup d'État.
d'une guerre civile. Bien sûr. Il a organisé en Côte d'Ivoire. Soutenu par la France. Si M. Ouattara n'a pas à se plaindre du renversement de l'ordre constitutionnel quelque part dans le monde, il est un renverseur de l'ordre constitutionnel. Il est l'exemple parfait. C'est quelqu'un qui a renversé le président Gbagbo. Il a même envoyé en prison ailleurs dans le monde pour qu'il soit ailleurs. Qu'on l'arrête là-bas, on le juge. Gbagbo a lutté là-bas jusqu'à obtenir gain de cause, revenir à Côte d'Ivoire. On n'a pas oublié que Ouattara est un putschiste. Donc Ouattara aille s'asseoir avec la CEDEAO pour aller renverser l'ordre, pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Ça relève tout simplement du banditisme. C'est un instrument de la France, Ouattara. On le sait. Macky Sall qui veut aller faire la guerre au Niger. Mais il tente de faire un coup d'État démocratique. Il a dit qu'il ne se représentera pas. Il a fallu la pression sociale. Une pression énorme. Pourquoi on devait l'obliger? Il ne sait pas qu'on a dit tu ne peux pas faire 2 mandats consécutifs, 3 mandats consécutifs, plus de 2 mandats consécutifs. Pourquoi fallait-il que le Sénégal se décompose, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, etc., avant qu'il ne se ressaisisse? Donc, comme il s'est ressaisi, il est devenu maintenant un ange. Il veut aller rétablir l'ordre. Alors, s'agissant des militaires, moi j'ai envie de leur dire, honte à vous. Honte à vous, les militaires. Honte à vous. Vous nous prouvez jusqu'à quel point vous êtes simplement des hommes. Rien d'autre. Bien sûr. Les hommes politiques, ils aiment le pouvoir. Vous aussi, vous aimez le pouvoir. Vous n'êtes pas différents. Votre serment de militaire et tout ça, il y a plein de militaires qui pensent pouvoir prendre le pouvoir. Ils ont seulement peur d'essayer, d'échouer, etc. Et puis les plus aventuriers, ils essayent, ils échouent. Et puis ils peuvent réussir. Vous n'êtes pas différents. Même si vous prenez le pouvoir, vous n'allez pas faire le développement. Bien sûr. Vous ne l'avez pas fait au Ghana. Vous ne l'avez pas fait en Mauritanie. Ni au Niger. Vous ne l'avez pas fait en Tunisie. Vous ne l'avez pas fait en Égypte. Vous ne l'avez pas fait au Soudan. Vous ne l'avez pas fait en Ouganda. Vous ne l'avez fait nulle part. D'accord. Donc, je vous applique le même raisonnement que j'applique aux hommes politiques. Parce que tous les militaires qui font des coups d'État, à l'exception de quelques-uns comme les Samuel Doe, et vous avez vu ce que ça a donné, sont des gens qui étaient dans le régime, qui gardaient le régime, qui rendaient le régime solide, qui évitaient qu'on fasse... Aucun militaire n'a jamais dit à son chef d'État que « Monsieur le Président, moi je ne réprime pas. Vous êtes dans une démocratie, laissez que les forces sociales jouent. » Aucun. Quand on vous a réprimé, vous allez dire, moi je suis simplement un militaire, j'obéis aux ordres. J'obéis. Quand on vous a empêché qu'on fasse des manifestations contre des élections truquées, vous allez dire, nous on fait notre travail. Nous on ne laisse pas des militaires. Sauf qu'en faisant votre travail, vous renversez le régime et vous nous dites, vous le renversez parce que les élections sont truquées. Mais les élections ont été truquées avec votre complicité. Oui. Donc, honte à vous. Honte à vous les généraux africains. Vous avez pris combien de fois le pouvoir au Nigeria? Vous avez fait quoi? Il a fallu un général illuminé, Obasanjo, qui a fait le coup d'État et qui a rétabli le fonctionnement démocratique d'un pays. Nous lui saurons gré éternellement en Afrique. On peut citer aussi Jerry Rawlings. Mais vous n'imitez pas les bons exemples. Al-Sisi a pris le pouvoir, il n'a pas rétabli l'ordre constitutionnel, il est devenu président. Il est même pire que Moubarak. Blaise Compaoré et consorts. Vous terminez. Tous les Maliens qui se sont succédés par coup d'État, qui ont renversé, comment il s'appelle, Toumani Touré est venu en ange sauveur pour se transformer en civil et lui-même essuyer le coup d'État. Ça veut dire que tous les événements depuis 1960 n'affectent pas les esprits. Nous ne sommes pas en train de grandir dans les esprits. Et quand les gens sont au pouvoir,
eh bien, le pouvoir... Maître Joseph-Claude Biliga. Je ne sais pas s'il y a la sorcellerie... Maître Joseph-Claude Biliga, on sort de ce sujet avec vous. Arrive au pouvoir, et Mandela l'a dit, et je termine par là. Oui. Quand l'espoir arrive au pouvoir, il perd son charme. Les gens nous font expirer. Et quand ils sont au pouvoir, se rendent compte que... Maître Joseph-Claude Biliga, on sort de ce sujet avec vous et sur le cas du Cameroun précisément. Vous l'avez dit, David Macron également l'a dit en ces mots, le Cameroun présente aujourd'hui des ingrédients et la probabilité d'un coup d'État n'est pas à écarter totalement. Comment est-ce qu'il faut agir pour inverser la tendance, pour éviter à notre pays de vivre une telle opération? Je ne crois pas avoir dit que le Cameroun présentait des ingrédients. J'ai dit que nulle part, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de probabilité. C'est différent. C'est-à-dire que ça peut arriver. Je ne vais pas dire qu'il y avait des ingrédients. Et David Macron a dit effectivement qu'il y avait des ingrédients. Nous sommes à 2 ans, de la prochaine élection présidentielle. Comment est-ce qu'il faut agir aujourd'hui? C'est la question que je vous pose, une introspection. Nous sommes à 2 ans d'élection présidentielle, que les partis politiques s'organisent pour qu'il y ait élection présidentielle et qu'ils les gagnent. Laissez-moi parler, mon Dieu. Laissez-moi Permettez. Pour qu'on soit honnête, moi je suis du RDPC. Oui. C'est un parti politique. Ça compte pour l'État, ça vous a Je suis du RDPC, je parle des partis politiques. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de partis politiques, je suis du RDPC. Oui. Que les partis politiques s'organisent. S'organisent comment? Le RDPC, d'accord? S'organisent comment? Alors, je voudrais dire une chose. Il ne faut quand même pas qu'on nous donne l'impression qu'on est amnésique. Qui peut nous dire en toute honnêteté qu'en dehors de 1992, on peut dire qu'il y avait peut-être quelque chose, encore qu'à l'époque, j'étais même de l'opposition. Les autres élections, les autres élections, les présidentielles, il y a eu trucage, que le RDPC n'a pas gagné de manière logique. Vous l'avez même gagné. Jamais. Tu étais dans l'opposition. Je pose une question simple. Lorsque le RDPC avait en face de lui le président Biya avec Roch Bédé et d'autres, c'est Roch Bédé qui a gagné, c'est ça? Qui a gagné. Non, non. Prenez les élections, élection par élection. Permettez, je vais juste vous prendre 30 secondes, je vous en prie. Vous dites que le RDPC n'a jamais gagné. En 2018, qui a gagné l'élection présidentielle? Non, je vais dire en 2018. Ils n'ont jamais rempli l'élection. On vous a posé une question, qui a gagné? C'est une parenthèse. Messieurs, RDPC, même dans les élections mal organisées, le RDPC nous bat. C'est pas possible. Les élections sont mal organisées. Elles sont mal organisées. Il y a des choses qu'on peut reprocher. Abel et Limbilobé. Maître Joseph-Claude Biliga. Nous n'allons pas non plus accepter ces réalités. Abel et Limbilobé. Maître Joseph-Claude Biliga, la parole. J'aimerais avoir la réponse d'Alex Nguepi sur la question. Vous avez dit que le RDPC n'a jamais gagné une élection présidentielle au Cameroun. En 2018, on a des candidats qu'on avait. Qui a remporté l'élection présidentielle? Alex Nguepi ne travaille pas à la Cour constitutionnelle. Je vais vous répondre en vous disant que j'ai parlé des coups d'État électoraux, ok? Et ce que le RDPC fait, ils font toujours des coups d'État électoraux. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, ils ne peuvent même pas. On vous a posé une question, qui a gagné? Ils essaient de faire le vous ne pouviez pas répondre à cette question. Vous ne pouviez pas répondre vous-même à cette question. Ne vous avez pas aidé. Donc, ne piégez pas monsieur Nguepi. Ne venez pas à la rescousse. Monsieur Biliga. Maître Joseph-Claude Biliga. Maître Biliga. Il est là. Il n'a pas encore battu. Je vais parler du match politique. Ok. Je vais parler en 2012. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? C'est le SDF avec le prochain qui a remporté l'élection présidentielle. En 2018. La question que je pose, c'est 2018. Il vous a répondu pour 92. 92, c'est le SDF. C'est le MRC qui a remporté. En 2012, c'est le SDF qui a remporté. Maître, vous terminez. Le SDF. Maître, vous terminez. Alex Nguepi, on sort avec vous. Comment éviter au Cameroun de vivre de tels travers? J'ai répondu. J'ai dit que les partis politiques s'organisent. Comment? Parce que nous disons aux élections. Si les élections sont faites et que les partis politiques gagnent des élections, ils vont gagner des élections. Moi, je dis, j'ai par exemple imaginé, j'ai par exemple été content à un moment donné, lorsque mon ami et camarade Lémi Lebet avait fait son truc à Outal. Oui. Qui est parti de voter personne. D'accord. Alors, les autres sont là, ils bavardent. Quand ils veulent faire une coalition,
Et ça n'a jamais réussi. Or, tout le monde sait que sans coalition, aucun parti politique ne peut pas donner des Merci, merci Maître Joseph-Claude Biliga d'avoir été avec nous ce dimanche. Leïla, juste en 30 secondes, je dis aux Camerounais que l'article 35 de la Constitution du 24 juin 1973 en France dit précisément ce que je vais lire. Quand le gouvernement viole les lois du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour la portion chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Nous sommes au Cameroun, Damien. L'article 49. L'article 49. Oui, justement, juste un petit mot. Lisez l'article 49. En 30 secondes, permettez-moi. En 30 secondes, en 30 secondes, je vais dire, la dévolution du pouvoir n'appartient pas à son parti politique. Il est grand temps qu'on fasse aussi la promotion des candidatures indépendantes. Parce que les partis politiques se sont entendus, font pro-camerounais que pour être maire, député, public, il faut faire... Merci Alex Guépi. Merci également à vous, Abel. Merci Alex Guépi. Alex Guépi, merci également à vous, Abel et Limi Lobet, d'avoir été avec nous. Oui. Je suis fier que... Rapidement. L'événement du Gabon... Oui. Crée une secousse. Bien sûr. Dans la société camerounaise. Oui. Et tu sais, la plus grave, la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que dans la réunion que nous avons tenue avec Elections Cameroun, oui, rapidement. Eh bien, les membres du conseil électoral qui sont venus au littoral, le professeur Titi Noël, son allocution a montré comment le conseil électoral n'est pas resté indifférent. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30. Demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision. Si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche à tous.